Ayo kuagarta. Yo. Apparemment, ce pays est assez plein de germes. La marche en Éthiopie a été très éprouvante pour Sonia et Alexandre. Ils ont quitté ce pays isolé et montagneux pour le Soudan. Ses routes goudronnées en plein désert, ses tempêtes de sable et sa chaleur écrasante. Il n'y a strictement rien, ça dure 10 heures par jour à marcher dans ce paysage passionnant. Mais la générosité de ses habitants est sans pareil. Cet immense pays, largement méconnu, va étonner nos deux marcheurs. Au Soudan, nous retrouvons le goudron. Il n'y a pas d'itinéraire parallèle. Pas le choix, on doit se farcir la grande route. La réverbération nous cuit par en dessous. Nous marchons 500 km sur une plaque chauffante. Notre obsession, gagner le Nil. Après cette petite traversée du désert qui nous a donné un avant-goût du Sahara, voilà les retrouvailles avec la prospérité et la fertilité. L'eau, quoi. Eh oui, c'est un feu rouge. Notre premier feu rouge depuis très très longtemps. Je ne saurais pas dire depuis quand. Alors, le premier feu rouge annonciateur de Khartoum, capitale du Soudan. Et les gens nous prennent vraiment pour ce que l'on est. À marcher comme ça, dans ces banlieues bruyantes. Nous arrivons dans la capitale en plein été. Pas moyen de continuer à travers le Sahara. Il y fait 55 degrés. Il faut attendre. Nous en profitons pour prospecter la ville à fond. L'islam au Soudan a hérité d'une très ancienne tradition soufie. 400 confréries se partagent les fidèles du pays. À la mosquée As-Samaniya, nous assistons à un zikr, le zikr du vendredi. C'est une sorte d'ascèse collective, une recherche de la pureté spirituelle par la pureté physique. الله
À la tête de cette grande machine à prier, le cheikh contrôle la cadence. L'effort physique n'est pas une fin en soi. C'est le moyen pour mettre en place un souffle, une respiration propice à la louange de Dieu. Le but ultime du zikr, c'est l'unité. Le fidèle recherche la perte de son individualité dans la foi collective pour se fondre dans le tawhid, l'unité de Dieu. Le rôle du cheikh est de bien contrôler l'ivresse collective. L'hyperventilation peut conduire à l'évanouissement et les risques d'accidents cardiaques ne sont pas exclus. Cette démonstration de force un peu martiale doit rester un exercice de maîtrise de soi. Après cette valse avec Dieu, le cheikh apaise ses troupes juste avant la prière du couchant al-Maghreb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le vendredi est aussi une occasion de détente à Hadj Youssif, un autre quartier de Khartoum, où les Noubas se rassemblent pour des joutes de lutte traditionnelles. Les Noubas sont une des nombreuses tribus du Sud-Soudan. Ils retrouvent ici l'ambiance et la culture de leur contrée lointaine. Beaucoup sont en exil car la guerre civile fait rage chez eux depuis 40 ans. La lutte Nouba était à l'origine un rituel de passage initiatique pour les jeunes hommes de la tribu. Il s'agissait de démontrer sa force afin d'honorer son clan. Il y a des gens qui sont tellement forts que personne ne se bat contre eux. Et en tout cas, l'arbitre trouve toujours les personnes qui sont de force égale pour pas laisser un costaud se battre avec un plus gringalé ou le contraire. C'est pour ça qu'il passe son temps à les renvoyer en fait. Le but du jeu est simple, renverser l'adversaire, lui faire mordre la poussière. Il y a encore peu, les athlètes luttaient nus, couverts de cendres et de peinture faciale. Et ils se fracassaient le crâne à grands coups de bracelets de bronze. Si la lutte a un peu perdu de son caractère traditionnel, elle conserve son rôle de ferment social et identitaire.
On m'a déjà demandé en mariage 4-5 fois, donc je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. You know Arabic? Just a little. شوية. Habba, habba. Au Soudan, deux univers se côtoient sans jamais vraiment se mélanger. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chacun avec leurs rituels et leurs domaines réservés. Comme je suis une femme, elles m'ont acceptée dans leur communauté. Elles m'ont ouvert les portes de leur intimité, m'ont dévoilé quelques-uns de leurs secrets. Mon amie Samia m'a initiée à la cérémonie du Dukhan, un rituel de préparation amoureuse réservé uniquement aux femmes mariées et qui n'existe qu'au Soudan. Oh, yes, it is nice. Make your body smooth if you have water here. Mm-hmm. Ah, on my hand. What? Ah, Look at the hair. this is very painful. Yeah. Ça fait très mal. I think... Okay, stop. Yeah, No, it will be nice. No, way. it's okay. Ça va bien. Voilà. Samia a décidé d'arrêter. Elle veut plus me faire trop mal. Dans la cour de chaque maison, il y a un petit sauna artisanal. Dans une jarre enterrée dans le sol, les femmes soudanaises font brûler un bois aphrodisiaque, le talaha. After 2 minutes, it will be okay. It will be very good. Let us take our clothes out, please. Let us go. Okay? As if you are in a cooker, you are cooking yourself for your husband. C'est la cocotte minute. You think it is a good smell, this? Yes. But for me it is very smoky. No, because you are not used to it, but we like, and all the men in Sudan. The men in Sudan? They like. They like this smell. Yeah, It smells like wood. yeah. If they smell it, they will be like fucking all the night. Yeah. Yes, really. They don't need Viagra. Yeah. Mais moi je trouve que ça parfait pas tellement. Je trouve même que c'est assez redoutable comme. Et en plus elle a le courage. Ouh. Je suis fumée comme un vieux saumon là. Ah, faut que je m'arrête là, faut que je fasse une pause. Ouh. Plus on est amoureuse de son mari, plus on l'aime, plus en principe on reste longtemps. C'est-à-dire qu'on commet ce sacrifice immense. Tout le corps est entièrement brûlé, j'ai l'impression d'être dans un four. Là je crois que je suis cuite. Not for you, Sonia. It's enough for me? Yeah, it will be Okay. hard for you because you are not permitted to do it. Ok. Je ferai pas ça en France pour mon mari. Jamais. Plutôt crever. Une fois dans sa vie, c'est bien. Quand je pense qu'elles font ça toutes les semaines. Après la cuisson à l'étouffée, il y a le dilka, le gommage intégral pour faire la chasse à toutes les peaux mortes. Puis, elles s'enduisent le corps d'huile parfumée qu'elles concoctent elles-mêmes avec des parfums de Paris et de la poudre d'ongles de crocodile. Un
véritable filtre d'amour. La touche finale, c'est le bahour, la purification à l'encens. So, Samia, you put under your shoulder Yeah, to be lovely. Everything is to smell better. good smelling for my husband, for myself. Yeah. And then I put it here Uh-huh. and I got to like that. To be inside my body and inside my clothes. Let me do it also. Yeah. You try do it like that? Yes. Yeah. And how long you stay like that? 2 minutes to 3 minutes to 5 minutes as you like. So it will come through it? Through it till And come here. coming Yes. from top? Yeah. Okay. Cette belle et douloureuse préparation amoureuse cache cependant des réalités plus cruelles. La grande majorité des Soudanaises de culture arabe sont excisées et infibulées dès l'âge de 5 ans. Le poids des traditions continue à les aliéner, mais elles peuvent cependant se défouler, exprimer leur souffrance lors d'assemblées secrètes, exclusivement féminines. Quelques jours après mon initiation au Dukhan, je suis conviée à une cérémonie du Zahar. Lors de ce rituel, les femmes peuvent libérer les esprits qui les hantent. Bons ou mauvais, il faut les apprivoiser, il faut satisfaire leurs désirs. Tout ce qui leur est normalement interdit est alors permis. Elles peuvent fumer, boire de l'alcool, se travestir et laisser tomber le voile. C'est le grand exutoire. Tous les tabous sont transgressés. Dans ce cercle fermé, les femmes peuvent sans honte parler de leurs soucis domestiques et de leurs problèmes conjugaux. Cette jeune femme, par exemple, a du mal à accepter que son mari lui impose une seconde épouse. Les plus anciennes guident les jeunes. Elles les rassurent, leur apprennent à contrôler et apaiser leurs arts. Elles viennent ici guérir les tourments de l'âme, mais aussi les vraies souffrances du corps. Pour certaines, atteintes de graves maladies, de cancers ou d'infections terribles, le zahar est leur dernier recours. Dans ce théâtre intime, empreint de vaudou et de magie blanche, une infinie variété de scènes peuvent se jouer. Il y a en effet plusieurs types de zahar, d'esprits. Il y a des arts de prostituées, d'étrangers, de médecins, de prêtres, d'animaux et même d'occidentaux. On en compte 99 en tout. Chaque zahar est associé à un rythme et à une musique particulière. De Khartoum, nous partons faire une digression vers la mythique nécropole de Méroé. Elle nous apparaît surgie des sables comme une immense mâchoire fossile.
La civilisation de Méroé a prospéré ici entre moins 300 et plus 300 de notre ère. Quoique d'inspiration égyptienne, elle a développé une culture propre, largement africanisée, qui la distingue des cultures pharaoniques. Et ben voilà, me voilà au sommet d'une de ces pyramides qui a été arasée par les pilleurs, par les pillards. C'est tout le pyramidion, tout le sommet de la pyramide qui a été décapité car ils espéraient trouver dans cette fosse un trésor qui n'existait pas. Voilà, parce que l'intérieur de la pyramide n'est constitué que de remblais, donc il n'y avait pas moyen de conserver une chambre funéraire ou un quelconque trésor. Cette mystérieuse cité perdue dans les sables n'a été redécouverte qu'en 1821 par Frédéric Caillot, un Français arrivé tout seul à dos de chameau. 13 ans plus tard, Ferlini, un aventurier italien, découvre le trésor d'Amanichaketo, 106 bijoux d'or dans une crypte sous une pyramide. Il a eu le malheur de dire qu'il l'avait trouvé au sommet. Dans les années qui suivirent, toutes les pyramides furent décapitées. Depuis, pillards et curieux se sont succédés sur ces pierres en quête de l'Eldorado perdu, et faute d'or, ont cru devoir laisser une trace de leur passage. Puis on est content de rentrer, de se réfugier parce qu'il y a un rabouk dehors, il y a un vent de folie, un vent de sable, on en a plein le visage. Ah, quel magnifique. Alors là, on est à l'intérieur d'une chapelle. Et elle est miraculeusement préservée, celle-ci. Alors, on voit que en fait, les murs de cette chapelle sont recouverts de bas-reliefs qui, à l'origine, en fait, étaient des fresques. Elles étaient recouvertes d'enduit, puis peintes, donc c'était des fresques polychromes et en relief. Alors là, évidemment, tout a disparu, l'enduit, la peinture, mais il reste quand même le relief. Alors, apparemment, ici, ce serait un roi de Méroé qui serait mort, il a des ailes qui le couvrent de la mort. Et puis derrière, directement derrière, la Candace, qui est quand même un spécimen imposant, avec sa coiffure typique, qui est juste derrière. C'était elle qui avait les clés du pouvoir, enfin qui gouvernait à l'époque, qui était assez guerrière. Méroé était une civilisation matriarcale. Les Candaces menaient des raids avec leurs redoutables archers nubiens qui faisaient trembler l'Égypte des Ptolémées. Il en est même une qui signa d'égal à égal un traité de paix avec l'empereur Auguste. Certains auteurs pensent même qu'elle sacrifiait publiquement des centaines de prisonniers pour célébrer leur victoire. Cette matrone faisait régner la terreur dans toute la région et Strabon en parle dans ses écrits et on la voit même représentée sur des fresques où elle participe au combat. Donc elles étaient assez guerrières. À la tête de ces hommes? Elle était à la tête de ces hommes et elle les menait à la baguette. Tiens, j'aimerais bien être un peu une Candace moi aussi de temps en temps là. Aïe. Mais c'est surtout le culte funéraire pratiqué à Méroé qui recèle encore des secrets. L'écriture dérivée des hiéroglyphes, mais comportant des caractères inconnus, n'a toujours pas été déchiffrée. Méroé était aussi capable d'inventer des dieux, comme ici, Apédémaque, le dieu serpent à tête de lion, symbole du courage guerrier.
Dans le dernier épisode d'Africa Trek, Alexandre et Sonia continuent leur traversée du désert à pied. Puis ils vont réussir à rejoindre une méharée jusqu'au lac Nasser. On est à la frontière égyptienne, c'est super émouvant. C'est tout le Soudan qu'on a traversé, ça y est, là. En Égypte, leur marche va continuer sous haute surveillance. Une heureuse nouvelle les attend au Caire. Sonia est enceinte depuis 2 mois et compte bien finir à pied les dernières centaines de kilomètres jusqu'au lac de Tibériade.